débutons cette page des actualités nationales par ceci. Projet de loi de suppression du HCCT et du CESE, la réunion d'urgence des députés membres du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar annoncé s'est finalement tenu hier. Les députés sont réunis pour peaufiner la stratégie à adopter face à la procédure enclenchée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye pour la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, car le chef de l'État, dans un communiqué signé avant-hier lundi par Ousseynou Ly, ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République, dit avoir transmis au président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire demain jeudi pour l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution. Une modification envisagée de la Constitution qui n'est pas du goût de plusieurs parlementaires de la coalition Benno Bokk Yakaar. D'après les informations de l'Observateur au cours des échanges d'hier, les députés de Benno Bokk Yakaar, même si la décision définitive n'est pas encore prise, la majorité des parlementaires proches du président Macky Sall sont pour le rejet du projet de loi du président Diomaye. Ils l'ont dit de façon stricte et tranchée, car soutient-il ce qui est attendu chez la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, mais pas un appel pour les réformes constitutionnelles. C'est évident maintenant qu'Ousmane Sonko ne veut pas venir à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale, soulignent les députés. Ils pensent que l'Assemblée nationale n'est pas respectée par le régime en place. Certains pensent qu'il faut même saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander sa position sur la tenue de la déclaration de politique générale. Résultat financier semestriel de Woodside, Sangomar atteint une production de 100 000 barils par jour. Woodside Energy a publié les résultats financiers semestriels du 30 juin 2024. La présidente et directeur général Meg O'Neill a déclaré que les résultats démontrent les très bonnes performances de la société. L'analyse financière montre que le projet Sangomar a positivement contribué aux résultats en compensant des baisses enregistrées dans d'autres domaines. Au premier semestre 2024, nous avons réalisé un élément important de notre stratégie en réalisant la première production de Sangomar, le premier projet pétrolier offshore du Sénégal. La montée en puissance de la production de Sangomar a progressé bien et après la période, un taux de production brute maximal de 100 000 barils par jour a été atteint, démontrant la capacité d'exécution de projets de classe mondiale de Woodside. C'est réjoui. Madame O'Neill signale que le projet Sangomar offrira une valeur durable pour les actionnaires de Woodside et des avantages pour notre partenaire Petrosen et le peuple sénégalais. D'après Woodside, le projet était achevé à 98% à la fin du premier semestre 2024. Décret exploitation minière autour de la Falémé, les activités gelées jusqu'au 30 juin 2027 pour nécessité de préservation de l'environnement, de protection de la santé des populations et de sécurisation de zones frontières. Toute opération minière ou délivrance de titres miniers autour de la rivière gauche de la Falémé sur un rayon de 500 mètres, lisons dans le décret numéro 2024-1502 portant suspension des activités minières dans la zone du fleuve de la Falémé. Le dit décret a été adopté par le Conseil des ministres du 18 juillet 2024. Il résulte d'une mission ministérielle effectuée du 26 au 27 mai 2024 sous la direction du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, en collaboration avec ses collègues respectivement chargés des forces armées, de l'environnement, du travail et de l'éducation nationale. Principal afflux du fleuve Sénégal, relève le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines. La Falémé, qui gît sur une zone frontalière, est aujourd'hui en
proie à des activités minières sauvages qui charrient d'innombrables conséquences environnementales, sanitaires et sécuritaires préjudiciables aux populations riveraines. Affaire double meurtre à Pikine Technopole, l'affaire du double meurtre qui a eu lieu à Pikine ne cesse de défrayer la chronique. Les mises en cause pour ce qui les concerne ignorent pour le moment le sort que va leur réserver le juge d'instruction, car il est évident qu'une affaire de meurtre nécessite forcément une information judiciaire. Pour ce qui est du sort de toutes ces personnes interpellées, notamment Mamadou Lamine Diao, son oncle Ousseinou Diao et Naboulé Essi, le procureur a déjà tranché. Selon nos informations, le maître des poursuites n'y est pas allé à Mamol. Il a requis le mandat de dépôt contre tous et le mandat d'arrêt contre X. Ce dernier serait déjà interpellé par les limiers. Quoi qu'il en soit, pour le chef du parquet de Pikine, Naboulé et Essi doivent aller en prison parce qu'ils sont tous d'une manière ou d'une autre impliqués dans cette affaire. Nous bouclons cette page par ceci: mort troublante de Maman Aïcha Ndong à Bargny. La fille Maman Aïcha Ndong, qui était introuvable depuis quelques jours, a finalement été retrouvée mais morte. Une mort troublante puisque le corps de la jeune fille âgée de 15 ans a été retrouvé en état de décomposition dans un canal à Bargny. D'après son père qui a fait une sortie médiatique, la dépouille de la victime a été acheminée à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, ex-CTO, pour les besoins de l'autopsie afin de déterminer les circonstances de son décès. À part cette révélation, il a confié que sa fille était studieuse. Par ailleurs, lorsque le corps sans vie de la victime a été retrouvé, les investigations ont permis d'interpeller sa copine suspectée dans cette affaire. Elle est en train d'être soumise à un interrogatoire. Cette dernière, d'après certains témoins, s'était rendue à la boutique en compagnie de la défunte la nuit pour acheter du lait caillé. C'est son amie qui est retournée seule chez elle, sans la fille qui était portée disparue. Mais la copine a balayé d'un revers de main le témoignage selon lequel elle était partie à la boutique avec Maman Aïcha. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Aminata Touré est nommé haut représentant du président de la République, membre de la coalition Diomaye Président. L'ancien Premier ministre bénéficie de la signature du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Depuis la formation du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, beaucoup de Sénégalais s'interrogeaient sur le retard de sa nomination. Farouche défenseur de la dissolution de l'Assemblée nationale, certains ont pensé qu'elle n'avait pas renoncé à son désir de diriger l'hémicycle. Figure emblématique de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré a quitté Macky Sall après 10 ans de compagnonnage, une rupture née d'un contentieux sur le poste de président de l'Assemblée nationale que dirige aujourd'hui Amadou Mame Diop. Aux côtés de Macky Sall, Aminata Touré a occupé de hautes fonctions étatiques, ministre de la Justice, présidente du Conseil économique, social et environnemental, envoyée spéciale du président Macky Sall. Après avoir joué les premiers rôles dans Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré migre vers Diomaye Président où elle gagne la confiance de Ousmane Sonko. Pourtant, les deux hommes se sont livrés une bataille sans merci aux législatives de 2022. Mais comme en politique au Sénégal, il ne faut jamais dire jamais. Aminata Touré revient aux affaires aux côtés du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sa nomination sonne comme une récompense pour le rôle qu'elle a joué dans la coalition Diomaye Président. Elle qui a occupé le poste de coordinatrice de l'équipe de campagne de la coalition Diomaye Président. Reste à savoir si l'ancien Premier ministre occupe provisoirement ce poste en attendant qu'elle bénéficie d'un autre poste, notamment la présidence de l'Assemblée nationale. À qui faire confiance? Par confiance de nos jours, c'est compliqué, non? Malheureusement, nous vivons à une époque où on ne sait plus à qui se fier. Depuis longtemps, on entend des histoires invraisemblables, des meurtres orchestrés par des proches ou membres de la famille ou amis. Récemment, beaucoup de meurtres dans le pays et la plupart ne sortent pas dans le cadre familial ou amical. En moins de 24 heures, on assiste à la mort troublante d'une fille de 15 ans, depuis quelques jours introuvable, dénommée Maman Aïcha Ndong à Bargny, dont sa copine est la principale suspecte. À Yeumbeul Nord, un oncle tue son neveu
à coups de couteau pour une clé. Le double meurtre d'Aziz et de Wali, dont l'un des suspects est Naboulé, connu avec Aziz depuis leur entrée dans le milieu du showbiz avec la série Deacon. Leur relation était vue plus que de l'amitié, mais plutôt une famille. Dire qu'elle fait partie de cette tragédie, la population n'arrive pas à digérer cette nouvelle. On se souvient du meurtre de Binta Camara en 2019, violée et tuée par un proche de son père. Le vendredi 20 mai 2022, Fatou Negay tué dans un service de transfert d'argent par son ami. Le 6 août 2023, un gardien a poignardé son ami Seydou Fadiga suite à une dispute autour d'un repas. La liste de ce genre d'événements est loin d'être exhaustive. On le retrouve en politique comme dans la vie courante. Et la plupart de ces meurtres dus à des choses banales, ces situations qui nous mettent tous à l'épreuve de savoir à qui faut-il faire confiance. Sur l'international au Venezuela, les présidents Lula et Gustavo Petro tentent de calmer le jeu alors que les affrontements ont fait plus de 20 morts depuis les élections. D'un côté, ils prennent note de la décision de la Cour suprême de valider la victoire de Nicolás Maduro, mais de l'autre côté, ils demandent une fois de plus la publication des procès-verbaux des résultats, bureau de vote par la Commission nationale électorale. Cette demande n'est pas nouvelle, mais le régime chaviste ne l'a jamais satisfaite. Au contraire, une dizaine d'entre eux, dont le Chili et son président de gauche, ont rejeté catégoriquement la victoire de Nicolás Maduro. Ils ont même signé une déclaration commune avec les États-Unis allant dans ce sens et ils estiment que la neutralité bienveillante affichée par Lula et par Gustavo Petro risque finalement de renforcer le régime en place. Et puis 2 Palestiniens ont été tués dans la ville de Jenin, 4 autres dans le bombardement d'une voiture dans un village proche et 4 encore dans un camp des réfugiés près de la ville de Toubabs, a dit Ahmed Djibril, le porte-parole du Croissant Rouge. Le 28 juillet 2024, les 2 morts de Jenin ont été transférés à l'hôpital de Jenin, a-t-il déclaré. 4 Palestiniens tués dans le bombardement de la voiture au sud de Jenin et 2 Palestiniens tués également dans le cas de réfugiés d'Al-Farah ont été transférés à l'hôpital turc de Toubabs, a-t-il ajouté aussi. De son côté, l'armée israélienne a indiqué mener une opération de contre-terroriste dans le nord de la Cisjordanie. Sans donner plus de détails, les incursions israéliennes dans les zones autonomes palestiniennes sont quotidiennes en Cisjordanie depuis le début de la guerre entre Israël et la bande de Gaza déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023. L'armée israélienne a également mené plusieurs raids aériens sur des camps de réfugiés ou des villes du territoire palestinien occupés depuis 1967 par l'armée israélienne. À noter que le début de la guerre dans la bande de Gaza, plus de 650 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée israélienne ou des colons, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles palestiniennes, et au moins 20 Israéliens, parmi lesquels des soldats dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations de l'armée en zone autonome palestinienne, selon des données officielles israéliennes. Et pour terminer, après les voix dissonantes de gardes républicains à la Convention démocrate, c'est maintenant au tour de plus de 200 collaborateurs de se rallier à Kamala Harris, une initiative rendue publique dans une lettre ouverte par le quotidien USA Today, exprime leur profonde inquiétude à l'idée de voir Donald Trump retourner à la Maison-Blanche. Les signataires de cette lettre affirment qu'un second mandat de Donald Trump nuirait aux gens ordinaires et affaiblirait nos institutions sacrées. Parmi eux, on trouve des anciens collaborateurs du président George W. Bush ainsi que des sénateurs John McCain et Mitt Romney, tous unis pour une conviction commune. Élire Trump représenterait un danger non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. La lettre souligne également les préoccupations des signataires quant à l'attitude de Trump et de son colistier J.D. Vance, qu'il accuse de se prosterner devant les dictateurs comme Vladimir Poutine et de vouloir tourner le dos aux alliés des Américains. Bienvenue en sport. Des changements sont notés dans l'étalage technique de l'équipe nationale A. Homme de confiance d'Aliou Cissé depuis sa nomination en mars 2015, Roger Bogarde ne va pas continuer l'aventure avec les Lions. Le technicien français n'est plus entraîneur adjoint de la sélection A, informe la Fédération sénégalaise de football qui a partagé l'information. Il est remplacé par Pape Bouna Thiaw, par ailleurs sélectionneur de l'équipe nationale olympique. Un autre changement noté concerne le poste de préparateur physique. Teddy Pellerin
Pellerin, qui occupait ce poste, devient le deuxième entraîneur adjoint. Le nouveau préparateur physique est Hussein Bichara Rafa. Et puis, après 2 matchs sans défaite en Liga, le Rayo Valenciano s'est incliné face au Barça d'Annecy qui carbure en ce début de saison. Les Frangirogos ont pourtant pris le match par le bon bout en menant au score près 10 minutes de jeu. Les coéquipiers de Pathé 6 remplaçants en début de match ont même été meilleurs que les Blaugrana en première période, mais sans réussir à creuser l'écart, ce qu'ils regretteront jusqu'en seconde partie. Le Barça va renverser la partie. Pedri égalise à l'heure de jeu avant que la nouvelle recrue Dani Olmo ne fasse la décision en inscrivant le but vainqueur. Le club catalan caracole ainsi en tête de la Liga avec 3 victoires en autant de sorties. Et pour terminer en perspective du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA prévu du 15 au 30 septembre 2024 au Libéria, le sélectionneur U20 du Sénégal, Serigne Saliou Dia, publie une 9e liste pour un stage interne du 26 au 31 août 2024 à Toubab Dialaw. Serigne Saliou Dia continue de convoquer les joueurs afin d'obtenir une équipe compétitive pour le tournoi de l'UFOA programmé en terre libérienne. Ainsi, 25 joueurs sont attendus du 26 au 31 août 2024 au centre de développement technique Jules François Bocandé pour un stage interne. Champion en titre, le Sénégal partage la poule B avec le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Par contre, le groupe A est composé du Libéria, de la Guinée-Bissau, de la Guinée et de la Sierra Leone. L'équipe nationale U20 du Sénégal démarre la compétition contre le Mali 15-16 septembre prochain avant de croiser le fer avec la Gambie lors de la 2e journée 18-19 septembre. Les protégés de Serigne Saliou Dia disputeront la 3e et dernière journée de la phase de poule face à la Mauritanie 21-22 septembre. Rappelons que le tournoi de UFOA A sera la seconde compétition des Lionceaux sous la houlette de Serigne Saliou Dia après son élimination en demi-finale des Jeux africains face au pays hôte Ghana au mois de mars 2024 passé.